Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. En cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, voici un chiffre qui fait froid dans le dos. Les plaintes pour injures, menaces ou agressions contre des personnes LGBT+ ont doublé en 5 ans. Alors comment lutter contre l'homophobie et l'école doit-elle avoir un rôle? Eh bien dans cette lutte, on posera la question à nos invités dans quelques instants. Accompagner les enfants en situation de handicap dans leur scolarité, c'est la mission de la start-up Learn & Joy. Sa fondatrice et son président seront avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, dans Vue à l'étranger, Mickaël Dorian vous emmènera à New York pour nous faire découvrir une école qui place le jeu au corps de sa méthode d'enseignement. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Mickaël, depuis lundi, nous avons donc une nouvelle première ministre. Il s'agit d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui a pris ses fonctions juste après la passation de pouvoir avec Jean Castex. Passation de pouvoir qui a eu lieu sur le perron de l'Élysée. La nouvelle première ministre a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Regardez. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Jean-Michel Blanquer, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, a tenu à saluer Jean Castex et ses 2 années passées à Matignon. Ah oui, dans un message adressé lundi sur Twitter, merci cher Jean Castex pour ces 2 années au service du pays, en équipe, avec le sens de l'État et l'amour de la France et des Français. Il ajoute, ensemble avec Emmanuel Macron, nous avons traversé la crise et semé des graines pour l'avenir. Nous sommes à un peu moins de 7 semaines des vacances d'été et ça y est, le ministère de l'Éducation nationale vient de publier, d'officialiser le calendrier des vacances scolaires 2022-2023. Oui, la prochaine rentrée des classes est fixée au jeudi 1er septembre. Les vacances d'été 2023 débuteront le samedi 8 juillet. Pour les vacances d'hiver et de printemps, c'est la zone A qui sera la première à en profiter. Du 4 au 19 février et du 8 au 23 avril, ce sera aussi la zone avec la période de classe la plus courte au retour de Noël. Ils auront seulement 5 semaines de cours. Dans le reste de l'actualité, un jeune Français de 19 ans vient de faire son entrée dans le classement Forbes des moins de 30 ans. Un classement qui met en lumière les jeunes de moins de 30 ans qui ont su tirer le meilleur d'eux-mêmes dans leur secteur d'activité respectif. À seulement 19 ans, le Français Jules Simian vient d'y faire son entrée grâce à Extra Student, une application sur laquelle 30 000 lycéens et étudiants échangent leur savoir et échangent virtuellement, une sorte de LinkedIn pour les jeunes. Et je suis ravie de vous annoncer aujourd'hui sur le Grand JT de l'Éducation, ainsi qu'à vous, Mickaël Dorian, que Julien Simian sera avec nous dans les prochaines émissions. Bon, il va venir sur le plateau. Ravi de l'accueillir. Ravi de l'accueillir, exactement. Une autre application lancée il y a 6 mois propose des coupons de réduction pour les étudiants. Ça s'appelle Studeco. Son fondateur Mathieu Bournet était lui l'invité ce mardi de l'émission La France qui bouge sur Europe 1. Il a expliqué comment est née son application qui est, je précise, totalement gratuite. On s'est dit, après le coronavirus, les étudiants, ils ont traversé une crise psychologique, on n'en parle pas beaucoup, mais ça a été dur, et une crise du pouvoir d'achat. Cette émission est dédiée au pouvoir d'achat, et donc on s'est dit, avec un pote à moi, comment on va réussir à promouvoir des promotions dans des lieux où les étudiants vont et dans les lieux où les étudiants ne vont pas. Donc on a rassemblé dans ma ville du Mans 60 commerces partenaires en leur proposant des promotions pour les étudiants. Et ils ont accepté, et aujourd'hui on génère des centaines de coupons de réduction chaque semaine. Merci Mickaël pour ces informations. Alors l'école doit-elle avoir un rôle dans la lutte contre l'homophobie? Faut-il en parler aux élèves et comment en parler? C'est notre question du jour. Alors pour en parler de cette question essentielle, j'accueille Alexandre Marcel. Bonjour.
Merci d'être Oui, avec bonjour. nous. Bonjour. Vous êtes président du comité IDAO France, une ONG qui lutte contre l'homophobie. Et face à vous, j'accueille Guillaume Bessières. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes professeur d'histoire, candidat aux élections législatives à Boulogne-Billancourt pour le parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Tout à fait. Alors j'aimerais tout d'abord qu'on vienne sur ce chiffre ensemble. En 5 ans, les plaintes pour injures, menaces ou agressions contre les personnes LGBT QIA+, c'est exactement comme ça qu'on dit, ou QAI+, je ne sais plus, ont doublé. C'est surtout les chiffres qui m'intéressent. Comment on explique ces chiffres, Alexandre Marcel? Est-ce qu'il y a plus d'homophobie ou est-ce qu'on ose plus en parler aujourd'hui? Non, il y a plus d'homophobie, il y a plus de LGBT-phobie. Les LGBT-phobies dans notre pays ne reculent pas, au contraire, elles progressent. D'ailleurs, les chiffres du ministère de l'Intérieur parlent de 104% en 5 ans et de 28% sur la dernière année. Donc oui, les chiffres sont là et ça parle de cette réalité concrète, c'est que les LGBT-phobies progressent dans notre pays, peut-être à cause justement des discours qui ont été extrêmement virulents pendant cette campagne présidentielle. Mais alors attendez, pourquoi vous dites LGBT+, et pas tout simplement homophobie? Parce que j'imagine que si vous prenez ce terme, c'est... Ça concerne les lesbiennes, les gays, les bi et les trans. Oui. Ça veut dire que tout... Donc ça concerne toute la population LGBT. Est-ce que vous le ressentez aussi, Guillaume Bessières, de votre côté, ces hausses de propos, d'insultes? Alors, je ne ressens pas au quotidien. Moi, je le vois par les statistiques. En effet, ça a progressé. En revanche, j'ai entendu que l'analyse qui est faite, les causes de ces violences-là seraient à cause des élections présidentielles. Donc, je serais intéressé d'avoir votre opinion là-dessus, un peu plus détaillée. Alexandre Marcel, c'est à cause des élections ou c'est plutôt parce qu'on en a beaucoup parlé pendant ce quinquennat? Non, de toute façon, tout est lié. Tout est lié. On voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a une véritable problématique. Et les langues, on a vu les langues du parti de M. Zemmour se délier et se délecter du fait qu'il n'y avait pas réellement de problème de LGBT-phobie dans notre pays, que nous étions un lobby, pas du tout, et que nous faisions de la propagande LGBT dans les collèges et les lycées. Alors, il y a du vrai, mais d'abord, déjà, nous condamnons évidemment toutes les violences qui sont faites aux personnes LGBT. Je crois qu'il y a 1600 agressions en 2021 qui ont été faites. Mais là, je crois que vous vous trompez de cible, parce que ce ne sont pas des partisans d'Éric Zemmour. Et là, c'est de la lâcheté, de la couardise de votre part. Ce ne sont pas des partisans d'Éric Zemmour qui courent après les homosexuels dans la rue. Là, c'est un vrai mensonge. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques. Mais vous êtes exactement dans le même discours que les personnes qui nous agressent, si vous me permettez. C'est-à-dire que nous, on lutte contre les discriminations. Non, attendez, pardonnez-moi. Ça se fait à Montgeron. Pas en même temps, s'il vous plaît, sinon on ne vous comprend pas. Déjà, je veux bien Guillaume Bessières. Mais les dernières agressions ont lieu dans les cités, ce sont des guet-apens. Attendez. Mais déjà, Attendez, on va parler chacun son tour, sinon on ne comprend pas. Alors, première chose, répondez Guillaume Bessières juste par rapport à ce que vous disiez. Alors déjà, évidemment, nous condamnons toutes les agressions homophobes qu'il y a. Et donc, je crois qu'il y en a eu 1600 en 2021. C'est gravissime, mais il faut les condamner. Et nous le faisons, enfin, je le fais, mais sans problème. En revanche, nous accuser et dire que c'est Éric Zemmour qui en est la cause, c'est là où vous vous trompez, parce que, justement, il veut prévenir cela. Il veut prévenir cette violence qu'il y a en général, parce qu'on parle de 1600 agressions homophobes, mais il y a 300 000 agressions par an. Et donc notre discours, qui n'est pas forcément sécuritaire, mais qui est pour plus de sécurité, concernera aussi les personnes homosexuelles. Et là aussi, il faut voir les causes. Ce ne sont pas des partisans d'Éric Zemmour qui agressent les homosexuels dans la rue. Les derniers lieux où ça s'est fait, ce sont dans des cités, Montgeron et Drancy. Donc soyez un peu honnêtes, s'il vous plaît. Bon, alors évidemment, ça nous fait réagir. Alexandre Marcel, oui. Oui, d'abord, c'est plus de 3000 crimes et délits qui ont été répertoriés, c'est important de le souligner. Et ensuite, vis-à-vis de ce que vous dites, à partir du moment où vous nous expliquez que lutter contre les discriminations, c'est faire du lobbyisme, il y a un problème. Non, c'est que certains, à la place de lutter juste contre les discriminations, ont fait du lobbying. Par exemple, les drag queens qui vont lire des histoires en maternelle, pour nous, ce n'est pas juste lutter contre la discrimination. Non, mais d'abord, il n'y a personne qui va lire des histoires en maternelle, ça n'existe pas. Pardon, en bibliothèque, il y a des enfants
Si, en bibliothèque à des enfants à Paris, ça s'est fait. La bibliothèque, mais vous parlez de quoi? Non, mais attendez, c'est pas à l'école, ça. C'est pas à l'école, Non, mais c'est pas. Non, mais faut être très clair, c'est pas à l'école. C'est pas parce qu'il va y avoir une bibliothèque ou un endroit qui va décider de se déguiser ou autre. Je fais la différence. Non, c'est pas la même chose. Entre prévention et lobbying. Quand il y a des groupes qui viennent pas juste dire qu'il faut respecter toutes les personnes humaines, hommes ou femmes, et peu importe leur orientation sexuelle, mais ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand non mais attendez, excusez-moi, c'est très bien que vous le disiez, moi si vous abordez dans ce sens-là, pourquoi pas, mais c'est pas ce que dit votre part. Quand j'ai entendu M. Zemmour dire que ce que l'on faisait dans les collèges et les lycées, parce qu'on n'est jamais allé dans les écoles, était de la propagande LGBT, c'est uniquement dans le but d'avoir un électorat bien précis, bien calibré. Parce que la réalité des faits, nous ne faisons pas de propagande, nous luttons contre les discriminations. C'est-à-dire, nous allons là-bas et nous expliquons à ces ados, à ces jeunes adultes, qu'il ne faut pas être LGBT-phobe et qu'il faut accepter le tout un chacun dans notre société laïque. Ça, y a pas de souci. Ça, c'est ce que nous expliquons. Ça, y a pas de souci. Et on lutte en permanence. Venir introduire le mot propagande LGBT, vous qui êtes prof d'histoire, je crois, c'est quelque chose d'extrêmement grave. On sait ce qu'est la propagande. Et non, nous ne faisons pas de propagande LGBT. Alors effectivement, c'est très important de distinguer. Non, il n'y a pas de propagande LGBT. C'est important, et excusez-moi, je continue sur mon fil, ce n'est pas de la propagande. Quand vous avez des dizaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers d'enfants qui, dans leur famille, sont victimes d'homophobie, sont victimes dans leur propre famille. C'est là le terreau de l'homophobie et des LGBT-phobies commence. Le seul lieu où il va y avoir une liberté, une compréhension et où on va pouvoir le protéger, c'est justement le collège, le lycée, où on va pouvoir lui expliquer que non, son comportement est normal, il est naturel et qu'il ne s'inquiète pas, la République et les lois de la République les protègent. Donc ne pas amener à cet enseignement-là et dire qu'on fait de la propagande, c'est extrêmement violent et virulent. Mais je vais vous le dire, mais parce Alors, répondez qu'il y justement, a une idéologie qui se dégage de vos croyances. C'est votre idéologie. Le fait d'ailleurs que vous ne parlez pas... Quelle idéologie ? De quelle idéologie vous parlez ? Moi, à part la défense des droits humains, je n'ai aucune idéologie. Je vais vous le dire. Le fait que vous mettiez déjà homosexualité avec transsexualité dans le même panier. Il y a beaucoup... En quoi c'est une différence pour vous et en quoi c'est choquant ? Ça n'a rien à voir. Entre une orientation sexuelle, une attirance pour quelqu'un et dire et une identité de genre. Mais ça n'a rien à voir. Dire je ne suis pas un garçon et encourager les enfants en disant oui, si tu as ce ressenti. Mais qui a dit qu'il n'était pas un garçon, pardon ? Alors ça c'est la basique de la SVT, 46 chromosomes dont un sexué, XX pour les filles. Non mais la personne qui voulait trans, elle ne dit pas qu'elle n'est pas un garçon, elle dit qu'elle est femme ou elle dit qu'elle est homme. Oui, et donc après, souvent ce qu'on appelle une transition, c'est en vue de quoi ? De devenir l'autre genre. Donc je me suis quand même un peu renseigné, et d'ailleurs... Peut-être dans le genre qu'elle le souhaite. Mais c'est dramatique. Oui, mais elle le souhaite. Mais donc mettre ou dans le genre qu'elle ressent plutôt. Mettre dans le même... Oui, mais elle ressent. Mais ce qu'on ressent, c'est pas toujours la bonne chose. Quand ça veut dire quoi ? Excusez-moi, c'est très important ça. Ça veut dire quoi, oui. Quand on a des ressentis en tant que collégien, on passe par des phases de développement psychique qui sont pas forcément équilibrées. On se cherche et donc dire ah bah tu ne te sens plus un garçon donc c'est bon, c'est qu'en fait tu es une fille. Mais pour moi c'est dramatique. Vous savez, ça me fait penser en fait. Excusez-moi, mais ça me fait penser au fait que quand vous dites ça, on a l'impression que c'est comme si c'était une maladie en fait. Bah, c'est eux-mêmes qui appellent ça une dysphorie de genre. Donc c'est eux qui disent oui. Donc ça c'est les propagandes LGBT. Donc j'appelle ça propagande. Qui dit c'est une maladie reconnue, donc ce n'est pas vraiment un garçon, mais dans un corps de garçon, donc il faut l'amener à sa transition. Ce n'est pas une maladie du tout. Non, c'est vous qui mettez un nom dessus. Et je finis juste pour dire que il y a moi je mets des noms sur rien du tout. Il y a une prévention naturelle, mais qui est le respect que l'on doit à toute personne. Et donc dans ce cas, je ne vois pas pourquoi une association va remplacer un professeur qui dit en cours d'éducation morale et civique, tout homme, toute femme a le droit au respect. Donc
pourquoi une association viendrait? Après, l'accompagnement, il y a toujours les professeurs, les cadres éducatifs, les infirmières, les psychologues pour aider. Et juste pour aller un peu plus loin, mais moi, à titre personnel, j'ai vu le film Billy Elliot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr. J'ai trouvé ça magnifique, très beau. Ça m'a sensibilisé à la question du fait que un garçon peut avoir le droit de ne pas vouloir taper sur les autres avec un bout de bois. Mais pour autant, je ne vais pas vouloir mégenrer tous les jouets de mes enfants. Vous voyez, donc je crois que... Mais parce que les situations... Attendez... S'il vous plaît, il faut me laisser un petit peu parler. Oui, oui, allez-y, au contraire. Parce que les situations, on les connaît, on connaît les réalités, et dans les collèges et les lycées, il y a un sujet très important à aborder, c'est le harcèlement. Oui, c'est vrai. Et bien souvent, les professeurs, les directeurs, les principaux des établissements ne connaissent pas la thématique et la problématique régulièrement. On l'a vu avec le cas du petit Enzo à Marseille, qui avait fait quand même 3 tentatives de suicide. On l'a vu récemment avec le dernier suicide de ce petit bonhomme trans qui s'est jeté du 3e étage de son lycée. Et on se retrouve dans des situations catastrophiques parce que s'ils étaient compris, s'ils étaient pris en main et si on luttait efficacement contre le harcèlement, il n'y aurait pas tous ces drames. Et à Marseille, lorsqu'il y a eu cette situation de cet enfant qui a fait ses 3 tentatives de suicide, on a demandé à ce qu'il y ait l'intervention d'une association et contrairement à ce que vous pensez, les associations n'interviennent pas dans tous les établissements. Et c'est faux de le penser. Mais j'ai jamais dit que Mais on a essayé donc d'aller faire de la prévention pour expliquer quand même c'était une meute de 10 camarades qui s'acharnaient en permanence sur lui, donc d'aller faire de la prévention sur cette question. Et on a reçu... Enfin, SOS Homophobie a reçu une fin de non-recevoir. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous dites. Oui, pardon, Alexandre Marcel, je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est évidemment passionnant, parce que c'est la réalité de ce qui se passe à l'école aujourd'hui. Des circulaires ministérielles, effectivement, luttent de manière très claire contre l'homophobie à l'école et sur davantage de tolérance. Ça, c'est dans les grandes idées et on le voit partout, vous le dites aussi aujourd'hui, tout le monde le dit, sauf que la réalité de ce qui se passe à l'école, Alexandre Marcel, vous le dites, il règne ce qu'on appelle une homophobie silencieuse. Ça veut dire qu'on sanctionne facilement les insultes racistes, mais finalement assez peu les insultes homophobes. Est-ce qu'il y a un manque justement de... Excusez-moi, je finis. Est-ce qu'il y a un manque finalement de connaissances? Est-ce que les personnels aussi enseignants sont assez peu formés sur ce problème-là et ne connaissent pas la question de l'homophobie finalement? Oui, complètement. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, lorsque vous allez dans un collège ou un lycée, si un professeur entend un élève dire sale arabe, sale noir, sale juif, alors il va y avoir une sanction immédiate et bien souvent la personne va être renvoyée pendant quelques jours. Par contre, lorsque vous entendez le juron le plus utilisé dans les collèges et les lycées, à savoir PD, sale PD, etc., alors à ce moment-là, il n'y a pas de sanction. C'est anormal. Par exemple, nous, sur le cas des 8 et 10 élèves dont je vous mentionnais dans le cas de l'harcèlement sur Marseille, aucun enfant n'a été sanctionné. Il y avait des enregistrements, des vidéos, personne n'a été sanctionné. Voilà. Mais Guillaume Bessière, vous êtes aussi... Oui, il y a une problématique. Et il faut le demander à ce professeur d'histoire qui est sur le plateau. Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a le mot PD qui est prononcé, est-ce que les élèves doivent être sanctionnés ou pas? Parce que l'homophobie, c'est ça. Mais vous êtes choqué, Guillaume Bessière. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, de toute façon, toute insulte qui soit liée à ça ou pas doit être sanctionnée. Et d'autant plus quand ça vise, c'est pas une insulte en l'air, mais ça vise à déstabiliser un enfant. Ça, clairement. Mais je vais abonder dans votre sens, dans le sens où clairement, il faut plus de discipline à l'école. Et désolé, je sais que vous ne l'appréciez pas, mais c'était pour moi c'est aussi pourquoi je me suis engagé dans le mouvement Reconquête. On voulait vraiment redonner aux écoles les moyens de faire de la discipline. Et c'est-à-dire quand les écoles publiques sont très souvent désœuvrées car finalement on ne peut plus renvoyer un élève parce qu'il y a l'obligation de scolarisation, eh bien c'était de même faire des internats disciplinaires pour ces enfants-là, pour leur dire qu'ils pourraient avoir des sanctions et qu'ils ne s'en sentent pas impunis. Parce que là c'est dramatique. Le harcèlement là c'est dramatique. Faire de la prévention. Mettre plus d'argent, mettre plus de moyens financiers. Non, pas plus d'argent. Pour que l'école soit plus stricte, ça c'est une très bonne chose. Personne ne peut le remettre en question. Que les élèves soient plus sanctionnés lorsqu'ils discriminent, ce serait une excellente chose. Oui. Nous, c'est depuis le départ ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait de réelles sanctions
vis-à-vis des harcèlements dont les élèves LGBT et les autres sont victimes lorsqu'il y a du harcèlement et de la discrimination. Maintenant, comme je vous le dis, les mots sont importants. Quand Éric Zemmour nous dit propagande LGBT, il utilise un terme qui est là pour faire mal, pour blesser. Vous savez, on ne peut pas parler de propagande parce que nous, on explique la réalité de notre histoire et les réalités de ce que l'on vit et de ce que l'on subit. Tout à l'heure, on parlait de 30 000 crimes et délits sur une population qui est estimée entre 5 et 10%. On voit que c'est énorme. Et ensuite, lorsqu'on se retrouve au niveau international, parce que la lutte contre les LGBT-phobies, en tout cas chez nous, au comité IDAO France, elle se passe beaucoup sur la partie internationale. Vous ne pouvez pas remettre en question qu'aujourd'hui, il y a 69 pays qui continuent de criminaliser le simple fait d'aimer entre adultes consentants, qu'on a eu encore le mois dernier 32 arrestations au Cameroun et 12 au Sénégal le 6 mai. Alexandre Les Marcel. personnes sont emprisonnées au simple fait de ce qu'elles sont. Oui, Alexandre Marcel, Guillaume Bessières, j'aimerais revenir vraiment à l'essentiel. Toujours pareil, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la culture, c'est connaître finalement et ne pas avoir peur de l'autre parce que finalement on reconnaît toujours, et vous êtes professeur d'histoire Guillaume Bessières, que souvent c'est la peur de l'autre qui amène évidemment des drames dans le monde et on l'a vu dans l'histoire en France aussi. Lorsque on entend votre candidat, donc Éric Zemmour, sur le plateau de CNews, mon ex-candidat, vous avez fait, pardon. Mais quand même, vous faites partie du parti Reconquête. Sur CNews, il y a 3 ans, dire qu'effectivement, la sexualité était un choix. Comment vous réagissez par rapport à... L'homosexualité, pardon, était un choix. Enfin, la sexualité de manière générale, c'est-à-dire qu'on choisit sa sexualité. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Est-ce que je pouvais juste faire un petit point juste avant, parce que c'est vrai que là on parle par rapport à l'école, mais je voulais juste rappeler mais c'est pour y venir, parce qu'en fait c'est de l'éducation aussi aux adultes, parce que l'école c'est quoi ? Ce sont des enfants qui sont avec leurs parents toute la journée et aussi avec les enseignants. C'est de la transmission aussi. Donc je voudrais revenir quand même à l'essentiel de ce qui se dit par rapport justement à la sexualité de manière générale et à Éric Zemmour lorsqu'il dit que finalement on choisit sa sexualité et donc quand on devient homo, on le choisit. C'est très important cette notion de choix parce que beaucoup, et on peut le comprendre, ne sont pas du tout d'accord et je vais faire réagir Alexandre Marcel sur cette question-là après. Donc le contexte, c'est juste qu'il disait qu'on choisit un peu à un certain âge d'être attiré par des hommes ou des femmes ? Eh bien, vous ne l'avez pas vu cette intervention ? Je suis face à un fan à ce point-là. Il faut absolument que vous vous renseigniez, cher Guillaume Bessières, parce que c'est très important quand on vient de parler de ce sujet sur un plateau, on parle d'homophobie. Je rappelle que donc Éric Zemmour expliquait sur un plateau donc de télévision, chez nos confrères de CNews, que finalement la sexualité est un choix. Donc en fait, on deviendrait homosexuel par choix ou hétérosexuel par choix. Est-ce que vous avez choisi d'être hétéro, par exemple, ou homo ? La sexualité ne se choisit pas dans le sens où le ressenti premier n'est pas choisi, parce que c'est une passion. C'est passif, on n'est pas actif, c'est-à-dire on reçoit une émotion. D'accord ? Donc j'ai une attirance pour telle ou telle personne, telle ou telle chose. Donc ça, je n'y ai pas ma volonté qui est impliquée. En revanche, c'est suite à ce ressenti-là, cette passion, je vais avoir un choix, je vais aller dans ce sens-là ou ne pas aller dans ce sens-là. Mais le premier mouvement, je ne l'ai pas choisi. D'accord ? Donc ça, c'est une évidence. Donc après, on irait contre son choix si jamais, par exemple, ce n'était pas conforme à... oui, alors, il y a ce qu'on demande. Je ne parle pas de l'homosexualité ou d'autres choses, mais il y a des attractions, des attirances que des personnes ont et qui, n'étant pas dans les normes de notre société, on leur dit de ne pas aller dans ce sens-là. Alors, une réaction, Alexandre Marcel, par rapport à ça, s'il vous plaît. Oui, évidemment. D'abord, que ce soit un choix ou pas un choix, ça regarde uniquement l'intime de la personne, c'est sa vie privée. C'est son intime. Non, mais sa sexualité, on ne la choisit pas, Alexandre Marcel. Répondez à cette question, oui ou non ? De mon point de vue, évidemment, on ne choisit pas sa sexualité. D'ailleurs, si c'était un choix, ce serait un très mauvais choix, dans le sens qu'en même temps, on choisirait d'être persécuté, d'être discriminé, d'être insulté régulièrement, parce que être LGBT aujourd'hui dans notre pays, c'est se retrouver face à beaucoup de populations extrêmement LGBT-phobes. On ne choisit pas d'être persécuté. Oui, mais c'est moins pire qu'au Cameroun, qu'au Sénégal, qu'en Arabie Saoudite, en France quand même. Ah oui, non, mais si vous voulez, c'est pire peut-être.
mais nous, on espère le meilleur. Vous avez raison. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions. Hein. Je rappelle qu'il y a encore 50 ans, l'homosexualité était interdite en France, même condamnée pour outrage aux bonnes mœurs, qu'elle a encore puni de prison, effectivement, de flagellation dans beaucoup de pays du monde. On a quand même... Oui, de pays musulmans. Oui, il faut le dire. Non, mais c'est bon. Pas que. Pas que. Non, mais... Pas que. On n'est pas dans son propos. Peine de mort dans 8 autres pays. C'est pas grave, mais voilà, on peut le dire, dans beaucoup de pays musulmans, le sondage IFOP de 2019... Et dans beaucoup de pays catholiques. Mais oui, non, mais je suis pas en train de défendre quelque chose, je dis qu'on avance ensemble, mais le sondage IFOP de 2019 disait que 64% des personnes sondées musulmanes disaient que c'était une maladie ou une déviance, et 20% chez les catholiques. Donc je suis pas en train de dire... les premières victimes de cette situation sont les musulmans eux-mêmes. Mais évidemment, non mais il n'y a pas de souci, je fais avancer le débat. Je reviens sur toujours la même idée finalement de la culture, du savoir qui fait que ça nous permet d'être beaucoup plus ouverts sur les autres et sur le monde de manière générale. Vous êtes professeur d'histoire, oui. Guillaume Bessières. Si on prend les manuels d'histoire ou de français, on parle beaucoup effectivement des maîtresses des rois par exemple, des poèmes de Ronsard écrits pour ça ou ces muses, mais rarement des liens par exemple qu'entretenaient Verlaine et Rimbaud ou on appelait ça les mignons d'Henri III. Est-ce que l'enseignement lui-même, finalement, guide vers cette bien-pensance traditionnelle et aussi n'amène pas, finalement, la culture qui pourrait être différente de ce qu'on connaît au départ? Oui, d'accord. Alors déjà, le premier lieu, de toute façon, de l'éducation, c'est la famille. Le premier lieu de l'éducation d'un enfant, c'est la famille. Donc, souvent, dans tout ce qu'on entend de ces personnes qui sont phobes, souvent, c'est lié à la famille, au milieu culturel. C'est pas que l'enseignement à l'école aurait été homophobe ou raciste ou je ne sais quoi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en effet, les livres d'histoire, mais comme tout finalement, comme tout ce qu'on voit dans les sciences sociales, parlent des tendances, parlent des généralités. Hein, quand on fait de l'histoire, quand on fait des études de sociologie, on parle des tendances. Quand on établit des normes sociales, on ne parle pas d'exclusivité. On dit la tendance. Et je ne vais choquer personne en disant que la tendance, c'est l'hétérosexualité. Voilà, c'est une norme. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'en font pas partie sont hors normes, sont à rejeter. On parle de généralité. Sinon, on ne peut pas faire c'est plus des sciences sociales. On ne peut pas induire ou déduire des comportements généraux. Alors, quand on parle, par exemple, du nazisme, on a aussi parlé du génocide homosexuel, juifs homosexuels. S'ils ont été ciblés... si des personnes ont été ciblées en tant qu'appartenance, il faut en parler. C'était pas du général, ça. Les homosexuels... C'était une partie des juifs qui étaient homosexuels. Oui, mais pourquoi on s'est attaché à ce moment-là à parler que de ça? Parce qu'il y a eu, je crois, 6 millions de morts juifs et peut-être moins d'homosexuels et de tziganes et même de prêtres catholiques. Mais ça n'a pas été que des juifs homosexuels. Hein. Bien sûr que non. On a des livres qui l'expliquent très très bien. Et d'ailleurs, je sais que M. Zemmour a été attaqué sur cette question-là par diverses ONG de lutte contre les LGBT-phobies par rapport à son dernier livre. Maintenant, je ne sais pas si vous le saviez, parce que le monsieur sur le plateau a l'air étonné, mais c'est... Non, tout le monde s'amuse à l'attaquer, mais donc pour sa liberté d'expression... Il y a eu une plainte qui a été déposée, je crois, par 5 associations. Oui, de toute façon, ça leur coûte rien. Sur les thématiques qui avaient été employées dans son livre lorsqu'il citait Christian Van Est. Mais ce qui est certain, c'est que de manière générale, la lutte contre les LGBT-phobies doit être une priorité dans les collèges et dans les lycées. C'est une question de culture générale à un moment. Si en fait les parents aussi apprennent ça à leurs enfants, est-ce que c'est pas aussi ce qui fait qu'à l'école, on est dans cette culture de l'homophobie? Vous pouvez passer. Donc, c'est-à-dire que parce qu'Éric Zemmour... Non, c'est pas que par Éric Zemmour. Non, c'est pas tordu, c'est juste qu'en fait, les penseurs aujourd'hui et ceux qui prennent la parole en France, notamment un candidat à l'élection présidentielle, c'est pas rien, et que l'on respecte évidemment comme tous les autres candidats, mais si lui-même réfute ce fameux génocide, est-ce que c'est pas aussi cela qui est important pour la notion de culture? Sur les agressions homophobes, les enfants qui sont persécutés, je ne crois pas qu'Éric Zemmour ou l'extrême droite y soit pour grand-chose. Si vous voulez... J'ai pas dit qu'il était responsable, je dis qu'il réfute. Tout de suite, ça s'est tendu, on a dit « les catholiques aussi !» Attendez, s'il vous plaît, les agressions à Drancy... Non, vous ne dites pas les musulmans, c'est pas innocent, non, pardon, je réponds. Attendez, mais c'est-à-dire que là... Non, c'est pas ça. Mais moi, je vous le dis. Non, on dit juste que ça a été condamné dans beaucoup de pays, vous dites oui, que des pays musulmans. Non,
répond juste, non, c'est pas que les pays musulmans, c'est aussi les pays catholiques. Je n'ai pas dit que les pays musulmans. Voilà. Mais je vous dis les tendances, s'il y a une majorité de musulmans, alors on ne fait pas de statistiques, donc on ne peut pas le dire, mais je peux vous dire qu'à Drancy, à Mangeron, voilà, il y a des tendances à la population. Et donc, on peut trouver des causes à cela, sans justement accuser ou amalgamer, dire voilà une mauvaise intégration des personnes issues de la population musulmane, ou peut-être une difficulté d'adaptation, et ça, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, pas de tous, mais d'une minorité. Oui, mais justement, cette question de difficulté d'adaptation, elle est exclusivement liée à l'éducation. C'est-à-dire que si vous ne permettez pas aux ONG de faire leur travail et d'aller dans les lycées, les collèges, justement, lutter contre les discriminations LGBT-phobes, ne soyez pas surpris ensuite que ces personnes soient LGBT-phobes. Ce n'est pas vos associations qui vont changer quoi que ce soit, je suis désolé. Pourquoi ? C'est le père et la mère, ce sont les parents qui éduquent. Et si les parents à la maison... C'est ce que j'ai dit dès le départ. Excusez-moi, j'ai expliqué dès le départ que les LGBT-phobies, le terreau de la LGBT-phobie commence dans la famille. Mais il commence et... Voilà. Mais le lieu de liberté et l'espace de liberté que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes vont avoir au collège et au lycée vont leur permettre de pouvoir aller et entendre des choses positives qui vont leur permettre de comprendre qu'ils peuvent être libres, qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont pas à être discriminés, qu'ils ont à comprendre que leur comportement est complètement naturel. Le problème, régulièrement, quand on entend Éric Zemmour parler, c'est qu'on a l'impression que les orientations sexuelles ou les identités de genre ne sont pas naturelles. Ah mais je vais le dire, alors Guillaume Bessières le dit. Et vous savez que sur la question de l'homosexualité, quand on parle de naturel, il y a plus de 3000 espèces animales qui pratiquent quotidiennement l'homosexualité. Mais on n'a rien. Alors, laissez-le réagir. Oui. Là, on n'est pas en train de parler d'homosexualité. Quand je vous dis justement, je parlais de la transsexualité. Donc, c'est pour ça que l'homophobie, je suis d'accord pour lutter contre. Je suis d'accord pour dire, quand il le faut en cours d'éducation sexuelle, que chacun choisit son orientation sexuelle. Point. On ne va pas non plus faire venir des associations des heures pour ça quand c'est déjà au programme. Oui, mais alors je suis contre le fait de dire que la transsexualité. Nous, on parle des personnes transgenres. Donc, sexualité, les regards. Donc, je dis que pour une personne, voilà, donc comme ça, vous n'aurez pas à vous attaquer à ce pauvre Éric Zemmour, mais à Guillaume Bessières. Je ne veux pas que l'on dise au collège que la transsexualité, c'est normal ou c'est naturel. Alors justement, parce que c'est le débat aujourd'hui, puisqu'on est sur School TV, donc c'est, comme vous le savez, c'est une chaîne consacrée à l'éducation. Et là, on parle d'école. Dans une interview donc à Tétu, Emmanuel Macron, qui d'abord était sceptique, a finalement dit que l'école avait un rôle à jouer dans la lutte justement contre les préjugés et les discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, et qu'on sent bien via ce sujet, du fait qu'il était sceptique, qu'il ne savait pas comment il fallait faire, on sent bien que c'est un sujet très compliqué. Donc, est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour dire que, effectivement, c'est d'abord le rôle de la famille, c'est le rôle des parents, de pouvoir parler de tout ça. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que oui ou non, à l'école, on doit justement intervenir, parler? C'est aussi à l'école que tout se joue, puisque c'est au moment du collège que se fait aussi la sexualité. On parle de son corps, on parle de sexualité, on en discute avec les copains. Oui, avec les copains, oui. Non, mais c'est aussi ça. Et puis, effectivement, les cours d'éducation sexuelle dont vous parliez. Donc, est-ce qu'à l'école, il doit y avoir c'est un vrai lieu pour pouvoir échanger et parler de cela, pour pouvoir lutter contre la LGBT-phobie? Et c'est déjà le cas dans les programmes. Hein. L'éducation morale et civique, pas sexuelle, l'éducation morale et civique, on parle du respect de tous, quelle que soit leur orientation sexuelle ou couleur de peau, quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà dit. Et donc, l'école déjà le fait. Alors après que des professeurs fassent plus ou moins bien cela, comme vous disiez que des établissements faisaient plus ou moins bien la discipline, c'est malheureux, c'est vraiment fâcheux. Et surtout quand ça mène à du harcèlement et du suicide d'enfants. Donc moi je prends extrêmement ça au sérieux. Il y a aussi du harcèlement d'enfants, non à cause de leur orientation sexuelle ou de leur ethnie. Mais je prends dans tous les cas tout au sérieux. Mais il y a déjà un cadre à l'école, pour l'école. Donc ça. Mais oui, on a bien compris que vous étiez évidemment contre tout ça. Mais en revanche, ce qui vous choque vous, c'est le fait que ce soit des associations comme celle que vous portez, par exemple Alexandre Marcel, qui viennent dans les écoles pour en parler. Pourquoi? Oui, mais par exemple, cet amalgame entre homosexualité et transsexualité, pour moi. Non, ça ne va pas ensemble, forcément. Pour moi, je ne comprends pas quel est votre problème avec les personnes trans, avec leur identité de genre. Je n'arrive pas à comprendre quel est votre problème. Chacun fait... On est dans un pays laïque. Vous êtes en train de venir, à des moments donnés, nous saouler par rapport aux cultures musulmanes ou aux religions musulmanes. On n'arrête pas d'entendre
Là, intégriste, j'en sais rien. Là, il n'y avait pas de notion de religion. Est-ce que vous voulez à tout prix vous introduire dans l'intime et dans l'identité d'une personne? En quoi cela vous regarde? Est-ce qu'il y a une notion de religion? Alexandre Marcel semble dire qu'il y a une notion de religion là-dedans. Est-ce que c'est le cas pour vous? Non, c'est une notion philosophique. Alors, expliquez-nous. Eh bien, c'est simple, je vais vous parler d'attirance, donc ça, on est de l'ordre de la sensation, de la passion. Le fait de dire « je ne suis pas » ou « je veux devenir un homme ou une femme », c'est au niveau de l'identité, donc l'identité, je ne la choisis pas. Je ne choisis pas mon corps, je ne choisis pas mon genre, je suis un homme. Mais c'est pas je veux devenir. Si, ce n'est pas je veux devenir, c'est je suis. Des bloqueurs d'hormones. Et la personne qui souhaite en son âme et conscience, en son âme et conscience être, en quoi vous avez le droit de vous introduire dans sa conscience pour dire ah ben non, elle n'a pas à être ça. Attendez, quand on veut être ou quand on se dit être ce qu'on n'est pas, alors désolé, je vais choquer, vous allez peut-être me poursuivre, mais avant on appelait ça de la folie. Voilà, si je dis. Et la folie de quoi? Mais la folie, c'est refuser le réel. La folie, c'est refuser. Je vous réponds. Quand vous avez envie, je sais que vous avez des problèmes, par exemple, avec les ports de voile, etc., puisque on avait entendu. Pourquoi vous en parlez de ça? Que vous n'étiez c'est pas la même chose. C'est pas le même sujet. Il nous reste 2 minutes et c'est pas le même sujet. Donc allez-y, allez jusqu'au bout. Si, c'est exactement le même sujet. C'est sur la notion concrète de liberté en laïcité. Si moi, demain, j'ai envie de me mettre un voile, tant que mon visage apparaît, je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner qui que ce soit, quelle que soit mon intention, qu'elle soit religieuse, culturelle ou philosophique. Ce n'est pas un pays de la liberté. Et si moi, en conscience, aujourd'hui, j'ai envie d'être une femme, je ne vois pas en quoi ce monsieur sur le plateau pourrait venir me dire ah ben non, il n'a pas le droit. Vous êtes un adulte, monsieur, vous faites ce que vous voulez. Mais les enfants sont à une phase de croissance où il faut les protéger. Et donc pour moi, je ne veux pas que quelqu'un arrive en disant eh bien finalement, si tu te sens pas bien, c'est que tu n'es pas dans la bonne personne dans le bon corps. Je veux justement qu'on rassure les enfants à un âge où ils ont besoin de se développer. Mais quand vous dites les protéger de quoi en fait? Je vous dis, mais clairement, un garçon qui se sent fille, pour moi, c'est un garçon. Et donc de les protéger pour moi, un garçon est un garçon. Et donc, il peut être attiré par par les hommes et les femmes, c'est son droit. Mais vous insultez la conscience de cet enfant sans même le connaître. Attendez, je m'occupe des jeunes et je peux vous dire qu'il y a des enfants qui se sentent mal dans leur peau, qui ont des attractions qui ne sont pas toujours très saines et que parfois il faut apprendre à freiner. Et donc, si un enfant ne s'aime pas, je ne vais pas l'encourager pour lui dire en fait, non, tu n'es pas la bonne personne dans le bon corps. Moi, au contraire, je vais le rassurer, je vais lui dire il est dans une phase. Mais si vous dites à cet enfant. Si vous dites à cet enfant... Je ne vais pas l'insulter, si vous dites à cet enfant... Vous l'avez coupé, vous dites une phase de construction. Tu es dans ton bon corps, alors qu'intérieurement, il ne se reconnaît pas dans ce corps-là, vous l'amenez et vous le conduisez tout droit au suicide. Mais non, mais... Vous vous rendez compte que 40% des jeunes adolescents se suicident plus quand ils sont LGBT que lorsqu'ils sont hétéros. Mais la preuve, ça veut dire qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être parce qu'il y a des gens comme vous qui leur expliquent ce qu'ils doivent faire. Mais non, mais il y a un rapport de cause-conséquence. Et c'est de savoir. S'il y a une plus grande propension, mais on ne va pas le trancher en une minute, mais s'il y a une plus grande propension des jeunes trans à se suicider, il ne faut pas forcément blâmer la société. Et évidemment qu'il y a des déclencheurs et les phobies diverses et les agressions et le harcèlement cause de suicide, certes, mais s'il y a un terreau psychique fragile, au point même qu'un garçon se dise finalement, je me sentirais mieux si je suis une fille, alors que même certains font le contraire. Parlons de faits concrets. Attendez, sur le dernier suicide qu'il y a eu là, au lycée. Le jeune lycéen s'est suicidé parce que dans sa famille, on ne l'acceptait pas. Bon, et donc vous allez faire venir vos lobbies LGBT dans la famille, dire maintenant vous allez accepter. Bien évidemment, on est là pour ça. On est là pour leur expliquer qu'il faut accepter qu'ils aiment leurs enfants comme ils sont. Vous savez, nous, ce qu'on dit régulièrement, on dit, lorsque vous voulez faire un enfant, si vous êtes LGBT-phobe, n'en faites pas. Écoutez, merci en tout cas d'être intervenu sur cette question qui effectivement est lourde et on voit qu'il faut en parler, il faut absolument délier les langues, il faut en parler dans les familles, à l'école et ici sur les plateaux. Merci à tous les deux d'être venus. Guillaume Bessières, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire dans quelle ville, pardon ? Paris. À Paris. À quel lycée ?
Oh, Non, vous dites pas ? Je vais pas vous faire une mauvaise réputation. Ils doivent déjà me supporter tous les jours. Mais pourquoi ? Mais attendez, vous exposez vos idées. Au contraire, vous êtes courageux de pouvoir venir en plateau parler. On est ravis de vous avoir, bien sûr. Candidat aux élections législatives à Boulogne-Billancourt pour le parti Reconquête. Tout à fait. Voilà, merci. Merci Alexandre Marcel d'avoir été avec nous. Mais c'était un plaisir. Vous êtes ravissante. Mais je suis extrêmement touchée. Merci mille fois. Et merci d'avoir aussi d'avoir été là et de défendre justement... de parler de ce sujet, j'y défends, je ne vais pas prendre position, mais enfin quand même, artisan, mais voilà, de venir parler de ce sujet en plateau, président du comité IDAO France, une ONG donc, qui lutte contre LGBTphobie.org. Voilà, lgbtphobique.org. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Restez donc sur le plateau de ce grand JT, enfin restez avec nous sur School TV parce qu'on se retrouve juste après la pub. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Gaëlle Regnault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Learn Enjoy, une start-up au service de l'éducation pour les enfants autistes. Et également, j'accueille Noé Keren, qui est le président de l'association, c'est ça ? C'est ça, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, les enfants, vous les appelez exceptionnels. J'aime beaucoup l'idée. Pourquoi vous avez voulu distinguer ? Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai fondé Learn Enjoy il y a 10 ans et c'est une entreprise à but social puisqu'au départ j'ai créé cette initiative pour un enfant extraordinaire qui s'appelle Louis, qui est mon fils et qui a maintenant 17 ans et qui avait des difficultés à l'école puisqu'il est autiste. Mais j'ai pensé que si on répondait à ses besoins, on serait en capacité de répondre aux besoins de tous les enfants. Et donc j'ai créé des manuels scolaires via cette entreprise Learn Enjoy, qui est une entreprise donc à but social pour que tous les enfants puissent apprendre à leur rythme. Et aujourd'hui, ce sont des applications qui servent aux enfants qui ont des difficultés, mais aussi à tous les autres. Donc vous dites que vous avez créé des manuels scolaires, mais comment vous avez créé ces manuels-là ? C'est-à-dire que vous étiez à la base, vous aviez quel métier ? Pendant une dizaine d'années, j'ai été à la direction de grands projets, dans des groupes de consulting, dans l'aéronautique ou dans les cosmétiques. Et j'ai fait le choix, en étant obligée finalement d'inventer des solutions pour moi, pour mon fils, pour les enseignants qui l'accueillaient, j'ai fait le choix de rassembler des talents, des ingénieurs, des enseignants au sein de Learn Enjoy pour fabriquer ces manuels scolaires dont Louis avait besoin. Et donc c'est comme ça que je me suis entourée notamment de Noé Keren, mais aussi d'autres ingénieurs pour développer ces outils pour l'école. Et la réaction première de tous les enseignants a été immédiate, évidemment, de vous rejoindre et se dire, bah oui, ça manque, on a besoin de ces outils-là ? En effet, il se trouve qu'aujourd'hui, les classes sont très, très hétérogènes. Les élèves sont accueillis en maternelle puisque l'école est obligatoire et c'est très bien dans notre pays, quel que soit leur fonctionnement cognitif, quelle que soit leur langue de départ. Et donc, l'enseignant se trouve très vite confronté à des élèves qui ont des besoins très, très différents. Et comme il doit leur dispenser un enseignement qui respecte les programmes, il a besoin d'outils qui s'adaptent. Et c'est précisément ce que permet le numérique, c'est de s'adapter aux besoins de chaque élève. Donc oui, non seulement ça a permis aux enseignants de s'embarquer dans un projet, et oui, ça a permis aussi aux enseignants de disposer d'outils au quotidien qui leur rendent un grand, grand service. Alors ces outils, parlons-en, vous développez des logiciels éducatifs, justement. Noé Keren, racontez-nous ce que sont ces logiciels. Je vois que vous êtes venu avec une tablette. Oui, tout à fait. Donc ces logiciels, en fait, donc on a School, Preschool. Alors School, c'est très bien parce que je vois que vous êtes... c'est la famille, finalement. On l'écrit pas de la même manière, ouais. Mais on parle de la même chose. Ouais. C'est ça. Donc c'est des logiciels éducatifs qui reprennent l'ensemble du programme scolaire de maternelle et de CP et qui vont venir le découper en toutes petites marches pour que chaque élève puisse progresser à son rythme. Donc on va venir évaluer le niveau de l'élève pour en déduire un profil et ensuite proposer des activités qui seront adaptées à ce besoin. Et donc, c'est un outil qui permet à l'enseignant de mettre en place concrètement la différenciation pédagogique dans sa classe. Oui, parce qu'en fait, ce qui pose problème souvent pour ces enfants qui sont dits exceptionnels, différents, c'est justement cette notion de rythme. En fait, ils ont peut-être besoin de plus de répétitions, de prendre plus de temps. Exactement. Dont on ne dispose pas évidemment à l'école parce qu'il faut faire le programme et qu'on n'a pas le temps de s'attacher à l'individualité.
Tout à fait. Et donc on essaie de créer des parcours d'apprentissage, des séances même d'apprentissage qui soient adaptées aux besoins de chaque élève. Et ils sont possibles d'être effectués soit en autonomie, soit en mode accompagné avec un autre adulte ou un autre élève qui va venir aider l'enfant pour le guider dans ses apprentissages pour qu'il ne soit pas confronté à l'erreur et que le support numérique serve de lien social entre les enfants ou un enfant et un adulte. Et on est vraiment dans un numérique inclusif. C'est essentiel le numérique en fait finalement. C'est beaucoup critiqué parce qu'on a toujours peur des écrans, du temps d'écran, de ce que ça peut impliquer aussi sur des plateformes de discussion et autres. Mais finalement, on le voit bien. Là, c'est vraiment un outil pédagogique extraordinaire pour les enfants. Tout à fait, tout à fait. On est dans une logique de conception inclusive by design, c'est-à-dire qu'on conçoit à la base les outils pour qu'ils puissent être accessibles pour tous les élèves, mais aussi qui permettent de révéler le potentiel de tous les élèves, dont les élèves ordinaires, les élèves à haut potentiel, les élèves qui ont n'importe quel type de trouble. On fait en sorte que nos outils permettent la réussite scolaire de tous les élèves sans exception. Et elles sont au service de l'enseignant. Donc l'enseignant peut choisir quel mode, de quelle fréquence est-ce qu'il veut utiliser les outils. Et nous, on préconise de ne pas les utiliser plus de 20 minutes dans une séance, parce qu'on a à cœur de faire du numérique raisonné. Et on a aussi à cœur de faire du numérique responsable pour que les outils qui soient diffusés dans les classes soient partagés entre les différents élèves et donc mutualisés. Oui, c'est ça. C'est pas un outil qui est uniquement réservé aux élèves qui reconnaissent des troubles, justement. Il peut se partager aussi avec tous les autres copains qui ont un apprentissage dit classique, si je puis dire. Tout à fait. Donc on est parti d'une conception qui permettent aux élèves les plus éloignés de l'école d'être inclus. Ouais. Mais en fait, ces outils, ils s'adaptent au niveau de chaque élève. Et donc, ils bénéficient à tous les élèves du niveau maternel et primaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement dans les politiques nouvelles liées au gouvernement, liées au ministère de l'Éducation, puisque là on commence un nouveau mandat, donc un nouveau ministre de l'Éducation probablement va être nommé ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour pouvoir inclure au maximum ces enfants dits exceptionnels, dits différents? Et est-ce qu'il faudrait être plus à l'intérieur, dans l'école, in situ, ou être en extérieur, en périphérie, dans les ateliers pédagogiques et autres, et entourer un maximum, selon vous, Gaëlle? Alors l'évolution des politiques publiques, c'est un vaste sujet, mais on a la chance, en ce début de mandat, d'avoir 12 départements qui vont être équipés. L'Éducation nationale lance un programme nouveau sur 12 départements qu'on appelle les territoires numériques éducatifs, oui. Et les professeurs vont pouvoir bénéficier gratuitement de solutions telles que les nôtres. Donc Learn & Joy, mais aussi d'autres éditeurs EdTech ont été sélectionnés pour que nos outils qui permettent la différenciation pédagogique soient accessibles gratuitement pour les enseignants. Gratuitement, c'est la plateforme et c'est aussi la fameuse tablette? Alors les équipements ne dépendent pas de nous, mais ces départements sont équipés et nous on fournit le manuel scolaire intelligent qui finalement est constitué d'une application qui s'adapte à l'élève. Donc on a cité Preschool, School, MathPower. Tout ça sera disponible sur les 12 départements pour les enseignants. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les politiques publiques vont pouvoir déployer à large échelle des outils pour les enseignants et on va pouvoir en mesurer les effets. Ça va permettre aussi de voir quel est le contenu qui est le plus utilisé, le plus efficace, en faire de la recherche. Ça va permettre aussi aux élèves en difficulté de bénéficier de ce que Noé citait, l'inclusive by design. Et ça va permettre enfin aux enseignants de se former. Quelle est la durée optimale pour ne pas que ce soit trop long et qu'il n'y ait pas trop d'exposition aux écrans? Quelles sont les modalités d'usage? Est-ce qu'il vaut mieux que les enfants soient en atelier ensemble? Est-ce qu'il faut compléter par des usages à la maison? Est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait des choses qui soient utilisées par les enseignants et d'autres par les parents en complémentarité? En tous les cas, grâce à ce programme sur 12 départements, on va pouvoir véritablement accompagner les usages et ça c'est très nouveau. Donc je dirais, ce qu'on doit faire maintenant, c'est vraiment se donner à fond pour que les enseignants se sentent soutenus et aient
pour l'école d'aujourd'hui des outils modernes. Et oui, absolument, ça paraît absolument essentiel, ces fameux outils numériques. Vous parliez effectivement des enseignants et de la formation des enseignants, mais aussi du lien avec les parents. Est-ce que ces tablettes-là peuvent aussi permettre justement par l'application le lien avec les parents qui peut-être par moment, j'imagine peut-être que vous l'avez vécu aussi avec votre fils au tout début, se sentent un peu dépassés, désœuvrés, ne savent pas très bien comment il faut agir et donc ont besoin d'être dans ce soutien-là? Alors en effet, qu'on soit dans les quartiers prioritaires de la ville, où les difficultés scolaires sont plus marquées, ou dans des cas de difficultés liées à un handicap, le parent se sent démuni, l'enseignant se sent démuni. Et donc, quand on dispose d'un outil comme les applications Learn Enjoy, le moindre progrès est visible et valorisé par une petite barre qui était orange et qui devient verte. Et donc, le moindre progrès est partagé et ça crée du lien. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que nos applications Learn Enjoy, elles sont disponibles sans Wi-Fi. On peut les utiliser sans avoir besoin d'un Wi-Fi dans la classe ou à la maison. Et à ce titre, la tablette constitue véritablement un support partagé sans contrainte technologique. Parce qu'en fait, c'est complètement téléchargé au départ, c'est ça ? Ça peut l'être, c'est une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser en mode déconnecté, donc dans les endroits où il n'y a pas Internet. Et puis pour remonter les données, pour nourrir nos algorithmes d'intelligence artificielle, dès qu'il y a une connexion Internet, on va récupérer les résultats et proposer des nouvelles activités adaptées aux besoins des élèves. Et ça permet aussi, si une tablette utilisée dans la classe, si une tablette utilise des applications Learn Enjoy dans la classe et une autre au domicile, si elles sont connectées à Internet, elles vont pouvoir partager les résultats en temps réel. Et donc les parents vont pouvoir le soir, soit avec le même support, soit avec un autre, travailler, faire les devoirs sur un cahier numérique et l'enseignant pourra avoir préparé une séance d'apprentissage dédiée pour l'élève. Ce qui permet pour des enfants qui ont des besoins particuliers aux parents de s'impliquer dans les apprentissages de leurs enfants. Ce qui n'est pas évident à la base, parce que ça nécessite pas mal de connaissances en pédagogie pour pouvoir comprendre comment aider son enfant, surtout s'il a des besoins particuliers. Et appréhender les leçons en question, parce qu'on n'est pas du tout au niveau, en fait. On se rend compte quand nos enfants grandissent. Au tout début, on sait faire des additions, puis après, la géométrie dans l'espace, c'est quand même assez abscon. Donc, pour pouvoir déjà le travailler avec ses enfants, on a besoin, effectivement, d'outils tels que les vôtres. Exactement. Et donc, grâce aux applications Learn Enjoy, les parents peuvent voir comment est-ce que l'enfant progresse, et ça leur fait beaucoup de bien en fait. Ça permet de soulager une réelle anxiété face aux difficultés scolaires de leurs élèves qui n'ont pas forcément toutes les informations et les moyens pour s'impliquer. Oui, puis on voit clairement en fait une triangulaire intéressante entre les enseignants, les parents et les élèves finalement qui s'y retrouvent et qui créent un dialogue, une source de formation, une source d'inspiration et de progrès d'apprentissage de manière générale. Écoutez, bravo, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci donc à vous, Gaëlle Regnault. Je rappelle que vous êtes la fondatrice donc, de Learn Enjoy. On embrasse votre fils qui a 17 ans maintenant, c'est ça ? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il poursuit à sa vitesse. Et au collège à 17 ans, donc avec pas mal de retard. Mais malgré une forme assez sévère d'autisme, il est en train de se former au métier du jardinage et de la cuisine. Donc il est un élève de SECPA et ses applications lui ont permis d'apprendre à lire, écrire et compter vers ses 11 ans. Et donc tous les espoirs sont permis aujourd'hui pour tous les enfants. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux à être accueillis à l'école. Et donc, je pense qu'il est important que les enseignants disposent d'outils pour les accueillir le mieux possible. Oui, tout à fait. Il manque de personnel pour les entourer, en revanche, d'auxiliaires. Et ça, c'est un autre sujet. Merci à vous, Noé Keren. Donc, vous êtes président de l'association. C'est une association, d'ailleurs, c'est une start-up. C'est une entreprise. C'est pas une association, c'est une start-up. Learn Enjoy. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur School TV, sur le Grand JT d'éducation. On va retrouver tout de suite Mickaël Dorian et sa chronique.
Mickaël, direction New York, vous nous faites découvrir aujourd'hui une école d'un nouveau genre. Oui, il s'agit d'une école où l'on fait tout apprendre par le jeu, Virginie. Cette école a un nom, elle s'appelle Quest to Learn, en français, enquête d'apprentissage. L'établissement est basé à Manhattan, un arrondissement de New York d'origine pas très adapté aux familles, du fait des espaces très réduits pour se loger, ou alors il faut beaucoup d'argent. Et pourtant, cette école, qui en plus d'être publique, a le mérite d'exister. Elle se trouve dans le quartier de Chelsea et accueille environ 500 élèves de la 6e à la 3e. On y apprend les mêmes matières qu'ailleurs, histoire, géographie, anglais, sciences physiques, biologie, mathématiques. Et on y trouve les mêmes enseignants traditionnels. Mais en plus de ça, on trouve aussi des game designers. Des game designers? Mais attends, c'est un concepteur de jeux vidéo, les game designers. Qu'est-ce que ça vient absolument faire dans une école? C'est justement ce qui différencie Quest to Learn d'une école traditionnelle. Pour revenir en arrière, Quest to Learn a vu le jour en 2009 sous l'impulsion de Cathy Salen. Elle était alors conceptrice de jeux vidéo et exerçait à côté plusieurs professions dans le domaine de l'éducation. C'est donc en collaboration avec le département éducation de New York qu'elle a décidé de créer cette école, dont le but est d'assimiler les matières et compétences de façon ludique, créative et stimulante en se servant des codes utilisés dans les jeux vidéo. En fait, il faut comprendre qu'une journée de cours à Quest to Learn, c'est comme une grande partie de jeux vidéo. On dit dans cette école que le quotidien des élèves est transformé en jeu. On dit qu'il est gamifié. D'accord, donc concrètement, c'est un énorme jeu vidéo, ça j'ai compris, ça a l'air très sympa, très ludique, mais ça veut dire quoi? Enfin, il se passe quoi? Déjà, à Quest to Learn, les notes n'existent pas. On évalue les compétences de la même façon que dans un jeu de rôle, en fait. On sait qu'une compétence est acquise quand on a travaillé dessus suffisamment, de diverses manières, et qu'on a réussi toutes les quêtes associées à cette compétence. Une mauvaise note, ça reste. Vous savez qu'une mauvaise note, ça reste. On ne peut pas revenir en arrière. Lorsqu'on n'a pas de points, c'est différent. C'est juste que la quête ou le niveau n'est pas acquis et qu'il faut encore s'entraîner pour obtenir les points qu'il manque. Là, c'est là où est toute la différence. Rachel Vallon, qui est conseillère pédagogique, explique que contrairement au système éducatif traditionnel, l'échec est une partie intégrante et nécessaire du jeu. Il crée un contexte qui motive les élèves à réessayer et à réussir. Ça n'empêche donc pas les élèves d'être évalués, évidemment. À la fin de chaque session, c'est le boss level qui s'en charge, le boss du niveau. Ça correspond aux examens finaux. Et là encore, la dénomination est empruntée à l'univers des jeux vidéo. Quelques images pour vous donner une idée d'une session de cours classique à Quest to Learn dans la salle de réalité augmentée de l'école. Regardez. Voilà, un jeu en réalité augmentée pour apprendre certaines notions, c'est la méthode Quest to Learn. Et de la 6e à la 3e, les jeux sont tous les mêmes? Non, bien sûr, plus les élèves avancent en âge, plus les énigmes deviennent complexes. Une classe a par exemple fait l'expérience de Cryptitown, une ville imaginaire où les écoliers évoluent sur le thème du voyage en perfectionnant plusieurs matières. Ils ont appris à établir des budgets, à convertir des devises et à faire face, après plusieurs semaines de jeu, à la faillite de la ville en raison d'une mauvaise gestion financière. Ils ont dû analyser les raisons de leur échec, mais surtout trouver une solution pour relancer Cryptitown et développer de nouvelles sources de revenus. D'autres se sont retrouvés à cloner des dinosaures pour une entreprise de biotechnologie fictive avec pour mission de trouver un écosystème viable, une façon de lier génétique, biologie et écologie. Alors vous disiez que c'était une école publique, ça veut dire que c'est le contribuable qui paye? En partie, disons que la gestion de l'établissement est publique, mais l'équipement et les fameux game designers sont financés par des dons privés issus pour la plupart de l'univers de la tech, évidemment, la société Intel notamment, ou encore la fondation Bill et Melinda Gates y participent. Ah oui, on crée de nouveaux petits consommateurs d'Intel, en fait, c'est ça? C'est un peu ça. Un mot pour terminer sur l'apprentissage par le jeu vidéo, ça se développe de plus en plus? Oui, et pourtant ce n'est pas vraiment nouveau. Aux États-Unis, à la fin de l'année 1971 naissait The Oregon Trail, pardonnez mon accent, pionnier du jeu vidéo éducatif, conçu par 3 jeunes enseignants du Minnesota pour la migration des colons entre le Missouri et l'Oregon au milieu du 19e siècle. Un jeu qui a connu un vif succès dans les établissements scolaires américains jusqu'aux années 90. Bon, merci beaucoup, Mickaël. Maintenant, on va retrouver Malika Ménard qui reçoit Nelson Montfort, c'est dans Souvenirs d'écolier. Regardez.
Vous avez grandi où? Alors, je suis très international. J'ai grandi partiellement en Suisse, aux États-Unis et en France. Mais vous êtes né en France? Je suis né à Paris, enfin à Boulogne, à côté de Paris, oui. Et vos parents, eux, ne sont pas français? Non, mais mon père était citoyen américain, malgré le nom Montfort, qui est d'origine française, c'est un ancien nom d'origine protestante. Quant à ma mère, elle était néerlandaise. Et d'ailleurs, ça a influencé toute ma vie parce que j'étais fils unique et mes parents parlaient anglais entre eux. Ce qui veut dire que c'est pour ça que vous étiez très rapide. Voilà, donc moi, je n'ai dès le plus jeune, je peux dire que c'est à la fois ma langue paternelle et maternelle que j'ai entendue pendant toute ma jeunesse et toute mon adolescence. Ouais. Et comment ils atterrissent à Paris? Eh bien, par les fonctions de mon père, qui était banquier international et qui donc bougeait beaucoup. Et donc, c'est comme ça que... Vous êtes né ici? Oui, ça aurait pu être aux États-Unis, certainement, d'ailleurs, 1 ou 2 ans près. Mais voilà, c'était donc ici. Et ils vous mettent dans une école classique ou une école américaine? Alors, les deux. Les deux. J'ai commencé, ma toute première école est effectivement... alors non, l'école maternelle, c'était en Suisse. J'ai beaucoup étudié en Suisse, d'autant que mes parents ont pris un peu leur retraite, si je puis dire, en Suisse. Mais entre-temps, j'ai fait quelques écoles en France, et notamment une, et ça va vous faire sourire, parce que... ça s'appelait, elle n'existe plus, ça s'appelait le collège Le Moncel, à Jouy-en-Josas. Et quelques années avant moi est sorti de cette école Michel Sardou. Ah oui. Qui était... Et la seule fois où j'ai rencontré... Enfin, je l'ai rencontré 2-3 fois, mais une fois où je l'ai rencontré un peu en privé, je lui ai tout de suite dit le Moncel, bien sûr. Et en fait, je pense que je serais resté là-bas si ce n'était pour les voyages de mon père. Quel rôle, justement, vos parents, ils ont joué dans l'éducation? Ah, bien, je pense à un rôle prépondérant parce que... Comment dire? Bon, déjà ils avaient plutôt l'âge d'être plutôt mes grands-parents que mes parents. Ils m'ont eu assez tard. Et donc j'étais fils unique, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Et forcément, il y a beaucoup d'amour, quoi. Beaucoup d'amour. Et là... j'avais notamment avec mon père des conversations qui, je crois, étaient assez matures pour le jeune homme que j'étais. Mon père était donc citoyen américain, nous parlions volontiers de politique américaine. Il avait également une très très grande passion pour le sport. C'est lui d'ailleurs qui m'a inculqué, je dirais, le sport, la pratique du sport et l'état d'esprit, l'état d'esprit du sport. C'est-à-dire, j'espère, le fair play. Bien que ce soit, paraît-il, un mot un peu démodé aujourd'hui. Non, moi, en ce moment, on a intérêt à le remettre plus jamais que d'actualité. Ouais, je pense qu'il faut absolument, je suis d'accord, mais bon. Enfin bref, voilà. Vous pratiquiez justement des sports? Ah, je pratiquais et je pratique toujours beaucoup de sport. Étant plus jeune, je pratiquais beaucoup ça me rapproche du patinage. J'ai commencé par le hockey sur glace, qui est pas exactement un sport de dentelle. Hein. Il faut y aller. Voilà. Donc voilà, c'est un sport ça m'a beaucoup inculqué, le hockey sur glace, parce qu'il y a une forme de... Comment dire, presque d'autodéfense. C'est un sport rude, hein, mais c'est un sport également très technique que j'adore toujours comme spectateur, évidemment. Peut-être que le fait que plusieurs années après, je commente le patinage artistique, c'est peut-être un lien, parce qu'évidemment, pour jouer au hockey sur glace, il faut savoir patiner. Ouais. Voilà. Et patiner d'ailleurs également en arrière pour voir arriver les mauvais coups. Ça, c'est vrai. Et quel autre sport? Et alors, tout ce qui est sport de neige et glace, ski, ski de fond, raquette, tout ça, tous les sports de neige et glace, et puis également le tennis et le golf qui aujourd'hui accompagne encore ma vie. Aujourd'hui, c'est le golf, votre sport? Le golf et parfois le tennis en double avec mes filles. Si on vous demande un souvenir d'écolier précis, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ça peut être non, mais je pense que ça va vous faire sourire. Le jour où j'ai passé le bac, comme je vous le disais, j'étais vraiment pas bon du tout dans les matières scientifiques en général et en maths en particulier, où je ne comprenais rien à rien. Et puis, j'avais une moyenne de 2 ou 3 sur 10. Ah oui, quand même. 2 ou 3 sur 20, 4, 5 sur 20, 2 sur 10. Et le jour du bac, il y a une sorte de, je ne sais pas, d'éclaircie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, en plus, le maths, c'est pas comme la philosophie ou le français, c'est vrai, c'est juste ou c'est pas juste. Donc la limite entre le 0 et le 20, enfin j'exagère un peu, mais... Non, mais on voit très bien ce que vous voulez dire. Et donc, je fais cet exercice, je me souviens plus de ce que c'était.
C'était du côté d'Annecy, ça en revanche. Et donc on ressort, donc évidemment avec les camarades de classe, vous connaissez ça, on compare nos résultats. Et donc, je sais pas, il y en a une dizaine qui ont à peu près la même hein, et moi, plus il y en avait un qui comprenait rien à rien, et moi j'avais un autre résultat. Bon, j'ai dit, bon, bah, ça y est, il y en a 10 qui ont le même résultat. Bon. Et il y avait le professeur qui était là, comment ça s'est passé? Je dis, ben voilà, eux, ils ont tous trouvé, moi j'ai ça. Et je sais, il fumait des petits mégots, c'est des petites cigarettes jaunes. Il dit, mais non, mais c'est Nelson qui a raison. Vous avez eu combien au final? Je suis 18. 17 ou 18, je ne sais plus. 17 ou 18 en maths, où je ne comprenais rien. Mais je vous promets. Et alors évidemment, à cet âge-là, on est un peu fiers. Évidemment, aujourd'hui, je l'ai beaucoup ramené, si vous voulez, devant mes camarades. C'est excellent, quand même. Mais voilà, c'est une sorte de miracle qui est arrivé le jour où il fallait que ça arrive. Bah, c'est que vous compreniez un minimum. Plus que ce que vous pensiez. Je ne sais plus exactement, en plus c'était un exercice de géométrie, je ne comprenais rien. Et puis là, je ne sais pas, il me semble que c'est ça. Enfin bon, bref, voilà. Vous aviez beaucoup révisé peut-être? Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Non, je crois que j'avais fait un peu plutôt l'impasse. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, non, c'était pas mon... Allez, je ne veux pas vous éviter de dire que c'était pas mon fort. Voilà. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Nelson Montfort, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Mickaël, c'est la fin de ce grand JT. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Schooltv.com pour nous retrouver évidemment. Canal 247 sur les Freebox. À la réalisation, Hector Humblot. Au son, Mathieu Sullivan. Au maquillage, Thaïs Ayad. Et à la rédaction, Agathe Delannoy et Emma Guessel. Merci à toute l'équipe. À demain. Ciao.